Bienvenue à tous pour cette table ronde donc, qui va durer 1h30 et qui sera donc consacrée au thème de la batterie. La batterie électrique peut-elle encore être européenne aujourd'hui ? Alors, on ne va pas refaire le film sur l'essor du véhicule électrique en Europe dans les prochaines années. Forcément, pour utiliser ces véhicules électriques, il va être nécessaire de produire des batteries et on pourra échanger avec les intervenants sur le volume nécessaire et l'accroissement nécessaire dessus. Les batteries électriques, ça peut représenter un tiers du coût total d'un véhicule électrique, donc l'enjeu est fort. Et aujourd'hui, force est de constater que cette industrie de la batterie électrique, elle est archi-dominée par l'Asie, la Chine, Taïwan, la Corée, le Japon notamment. Et donc, ça crée une forte dépendance pour les industriels et les consommateurs européens. Donc, la prise de conscience politique, elle semble être au rendez-vous aujourd'hui. Et depuis plusieurs années, l'Union européenne a pris un discours et a pris des actions pour développer une industrie de la batterie en Europe. Au niveau français, là aussi, la prise de conscience politique semble être là. Et pas plus tard que la semaine dernière, le président Macron, dans son plan de relance, évoquait l'enjeu de la batterie électrique et disait « Ce que nous ne voulons pas, c'est devenir la nation qui roulera le plus vert avec des voitures qui ne seront pas produites chez nous. Ça n'a aucun sens de faire ça. » Donc ça, c'est pour le véhicule électrique. La question, est-ce qu'elle vaut aussi, l'affirmation du non-sens, est-ce qu'elle vaut aussi pour la batterie électrique ? Est-ce qu'on peut rouler avec des batteries électriques produites en dehors de l'Europe ? Et puis si ça doit être produit en Europe, eh bien, est-ce que c'est réaliste et sous quelles conditions ça peut être mis en œuvre ? Alors pour en parler autour de la table, on a toute la filière de la batterie qui est représentée, depuis l'extraction de minerais jusqu'au recyclage, en passant par la fabrication des cellules, des composants, l'assemblage de la batterie. Donc on a parmi nous Yann Tidgat du Micor, qui aura droit à une petite vidéo normalement. Non, pas de vidéo. Pas de vidéo. Donc, oui, en 2 mots. J'ai bien soumis mon vidéo, mais bon. Donc, Umicore, nous sommes entre les mines et les batteries, les cellules de batterie. Ça veut dire qu'on n'a pas de mines, mais on fait tout ce qui est à partir des minéraux, donc le raffinage, la conversion en produits chimiques de base comme le cobalt, sulfate de cobalt et tout ça. Et puis on produit les précurseurs pour les produits cathodiques et finalement aussi les produits cathodiques. Mais les clients, à nous, sont les producteurs des cellules. Et puis, à la fin de la durée de vie, on reprend les batteries utilisées pour recycler et remettre le cobalt, le nickel, le lithium dans les nouveaux batteries. On continue avec Alessandro. Tu as le micro ici de Solvay, VP en charge du business développement pour la Battery Materials Platform. C'est ça ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a vidéo, pas de vidéo. En tous les cas, effectivement, Solvay a plusieurs activités dans le monde de la batterie. On se positionne dans la chaîne de valeur au même niveau que Umicore, c'est-à-dire qu'on est des producteurs de matériaux pour électrolyte, donc des solvants, des additifs, des sels conducteurs, des binders qui sont utilisés pour la fabrication de la cathode. Et on a aussi des activités de développement sur le recyclage des métaux à partir des batteries qui sont arrivées en fin de vie. Merci Alessandro. Troisième intervenant, Guylain Lécuyer de Saft, qui est aussi le local de l'État. En toute logique d'ailleurs, ça aurait plutôt être Pierre-Alain qui aurait dû parler, si on suit la chaîne de valeur. Parce que c'était au hasard. Saft, en fait, vous connaissez peut-être. On a notre centre de R&D mondial qui est à Bordeaux, donc on est vraiment les locaux de l'étape et on a commencé dans les batteries il y a 100 ans. Donc on est profondément français, profondément européen, même si on a une emprise mondiale et on fait des batteries pour à peu près tous les domaines d'application. En particulier celui de la mobilité électrique, qui était notre première application avec la SNCF en 1918.
Maintenant, le passé ne présage en rien de ce qui va se passer pour l'avenir. Mais on reste confiant et on se bat. Et on a créé une filiale avec Stellantis et avec Daimler qui devrait nous rejoindre prochainement, qui s'appelle ACC et dont l'unique objectif est de faire des batteries pour la mobilité électrique. Le centre R&D est également près de Bordeaux à Bruges, de ACC. Et l'usine pilote est à côté de chez nous à Nersac, puisque nous on a une usine à Nersac. Et donc ACC a acheté un terrain juste à côté de chez nous pour faire sa ligne pilote. Voilà. Et merci de cette invitation. Merci pour le sponsorship. On continue avec Verkor et Benoît Lemaignan. Bonjour, donc je suis le CEO de Verkor qu'on a créé il y a 1 an. Donc on n'a pas 100 ans d'ancienneté, mais on a plus que 100 ans d'expérience cumulée dans l'équipe. On est 65, on a une ligne pilote en cours de préparation et construction sur Grenoble. Donc il y a 2 axes en France, Bordeaux et Grenoble, c'est l'avenir de la batterie française. Et les usines ne seront pas ni sur Bordeaux ni sur Grenoble, comme chacun le sait, parce que ACC démarre à Douvrin et nous on a des discussions pour faire des usines qui ne seront pas dans le sud de la France, pour alimenter la mobilité. Et puis j'en dirai un petit peu plus, mais pour anticiper un tout petit peu, parce que j'ai le micro, en fait, je pense qu'on n'a pas le choix que de faire des batteries françaises et européennes si on veut avoir des voitures électriques, sinon on n'en aura pas. Mais on va en discuter. On continue avec Forsy Power. Ah, d'accord. Je respecte l'ordre Écoutez, de la brochette. Bonjour à tous, Christophe Gürtner, donc je suis le président de Forsy Power. Alors Forsy Power, on est dans la chaîne de valeur, on est après la cellule et on est avant le client, c'est-à-dire c'est nous qui vendons le système complet au client. Système complet au client, c'est pas juste un métier d'assembleur, comme vous l'indiquez. Le quart de nos effectifs, c'est de la R&D, c'est avant tout de la R&D, c'est beaucoup de R&D. Et puis ensuite, quand la commande est exécutée, elle est fabriquée, elle est vendue au client. Donc notre métier, c'est de faire des systèmes de batterie pour la mobilité électrique, effectivement, mais on se concentre sur un certain nombre de marchés à haute valeur ajoutée, des véhicules lourds, alors certainement également un petit peu de la mobilité légère, mais pas de voitures particulières. Et on intègre également dorénavant un partenaire nouveau dans notre chaîne de valeur, c'est le groupe Ballard qui est leader mondial des piles à combustible, dans la mesure où pour nous l'électromobilité, c'est de l'électromobilité à 100% batterie ou alors en partie avec des batteries et qui peuvent intégrer de la pile à combustible. Voilà. Et last but not least, Eramet avec Pierre-Alain Gauthier. Oui, bonjour à tous. Pierre-Alain Gauthier, Eramet. Eramet est un groupe minier et métallurgique français présent sur les métaux essentiels à la fabrication des batteries, à savoir le nickel, le cobalt, le lithium et le manganèse, avec des mines et des étapes de transformation métallurgique en Asie, en Calédonie, en Indonésie, au Gabon, au Sénégal et aussi en Europe et aux États-Unis. Si la Calédonie est française, c'est parce qu'un ingénieur français a trouvé au XIXe siècle du nickel et a créé l'ASLN qui a été la première filiale et les premières mines opérées par le groupe Eramet. Aujourd'hui, on développe une offre nickel, cobalt, lithium, le manganèse étant un métal moins critique pour les batteries, pour cette chaîne de valeur, avec aussi une volonté de développer tant l'aspect sourcing primaire que recyclage. Et on a aussi des projets de développement dans le recyclage des batteries lithium-ion. Merci à tous pour votre participation. Alors, d'abord, pour replacer le débat et bien comprendre les enjeux, ma première question, elle sera pour Guylain de Saft. Pourquoi est-ce que les batteries sont importantes pour la politique industrielle de l'Europe ? Alors, pour moi, c'est pas important, mais c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'en fait, on parle des batteries là dans les médias et on parle de la voiture électrique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un train, quand vous êtes coincé sous le tunnel sous la Manche, c'est pas bête d'avoir une batterie qui est sur le backup et qui vous permet d'avoir de la clim ou d'aller aux toilettes ou d'avoir de la lumière. Quand vous êtes dans un avion, l'avion qui avait atterri sur la Hudson River avait tous ses systèmes électriques en panne, mais avait une batterie de backup qui était une batterie Saft qui lui a permis d'atterrir grâce à la qualité du pilote. Donc on voit que c'est aussi dans les avions. Vous êtes avec votre téléphone, vous dites c'est super, j'ai un GPS, mais le GPS il vient là parce qu'il y a des satellites. Dans les satellites, il y a des batteries. Quand on parle des sous-marins, là, l'histoire de l'Australie, mais il y a plein d'autres histoires avec des sous-marins, difficile de trouver une pompe à essence en bas. Donc on voit qu'il y a un tas de domaines, je ne parle pas des data centers, qui aussi remplacent petit à petit leur système de backup, puisque la donnée est un élément précieux. Donc on voit que tous ces éléments-là sont absolument fondamentaux, que la batterie est fondamentale pour toutes ces applications. Alors oui, pourquoi parle-t-on de la voiture électrique ? Parce que si on prend la consommation de batterie
dans les 10 ans qui viennent, en 2030, sur 2000 gigawattheures de batteries lithium-ion, probablement 80% ou 75% seront dépendantes de la mobilité électrique. Donc bien évidemment, la mobilité électrique tire la croissance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans fabrication de cellules et de modules en Europe, on est mort. On est mort. Moi, je ne parle pas de Saft. Nous, on est 5000 employés dans le monde, tout le monde s'en fout. Mais on parle de l'emploi dans toutes les industries dont je viens de parler. On parle de l'allocation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand c'est maîtrisé par un pays comme la Chine, ils peuvent vous dire du jour au lendemain, finalement, j'ai plus assez d'allocation pour vous parce qu'on a un boom à l'intérieur, donc on ne peut pas livrer ce que vous demandiez en Europe. Il y a un problème sur les prix, parce qu'ils peuvent très bien du jour au lendemain vous dire, tiens, je suis désolé, j'en ai, mais c'est un peu plus cher, ce qui se passe pour les semi-conducteurs aujourd'hui, où on achète x10 par rapport à ce qu'on achetait il y a 10 mois. Donc c'est vraiment une question, non pas de chauvinisme, non pas d'arrogance, mais je pense que l'Europe doit maîtriser son destin industriel. Et pour maîtriser son destin industriel, il est fondamental de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, je ne parle pas que pour nous, et en particulier dans la chaîne de valeur, c'est une des parties importantes de la performance, qui est la cellule et le module, et l'aspect système qui est également très important. Mais l'extraction de matière est également importante. Donc on voit que l'ensemble de la chaîne de valeur doit être maîtrisé en Europe. Et de ce qu'on comprend, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc une question que j'adresse d'abord à Alessandro. En quoi l'Europe a pris du retard aujourd'hui? Comment est-ce qu'on quantifie, comment est-ce qu'on mesure ce retard? Et pourquoi elle a pris ce retard? Alors sans doute, c'est assez indéniable que l'Europe a pris du retard par rapport à l'Asie, en particulier à la Chine, surtout du côté industriel et de développement industriel de la filière des batteries, pour des raisons de stratégie, je dirais, assez évidentes. L'Europe avait, et les États-Unis d'ailleurs, le monde occidental, un avantage majeur dans les voitures à combustion, donc voitures thermiques. Cet avantage était sans doute impossible à rattraper par la Chine, qui a pris une décision complètement différente de pointer stratégiquement sur l'électrique. En Europe, jusqu'à il y a 3-4 ans, la voiture électrique était vue comme une des options technologiques, mais un peu comme une curiosité, avec beaucoup de questions sur quand ça arriverait et quelle partie du marché aurait pu prendre. Il y a eu un réveil assez soudain de l'Europe suite à l'opinion publique, suite au Dieselgate. Il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont accéléré cette prise de conscience, qui a fait aussi que il y a 2-3 ans, l'Europe a dit l'électrification de la mobilité est une réalité. On a du retard, il faut essayer de rattraper ce retard. Et il y a eu un certain, je dirais, il y a eu des moyens, des outils qui ont été mis en place pour aider à rattraper ce type de retard. Entre autres, l'IPCEI, qui est donc un instrument qui permet aux compagnies de travailler ensemble avec des financements, peut-être pas suffisants, beaucoup sur le côté innovation. Je pense qu'il y a encore des choses à faire côté industriel, mais on en parlera sans doute plus tard. Un mot pour Yann aussi, au moment de la préparation. Yann, vous me disiez que autant on est peut-être en Europe en retard sur l'industrialisation, autant on n'est pas nécessairement sur l'innovation sur la batterie électrique. Oui, je pense en effet. Donc, je me souviens encore les conversations, les débats avec la Commission. Il y a 5 ans, au début, qu'on parlait de l'European Battery Alliance. Donc, on a dit, écoute, en Europe, on a en effet presque tout pour développer la chaîne de valeur des batteries. On a les compétences, on a l'innovation, on a tous les joueurs dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a les sociétés des minerais, on a le raffinage, on a tout. La seule chose qui nous manque, c'est en effet la production des cellules. Et donc, c'est là qu'il faut investir en court terme. Et donc, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les investissements dans la production des cellules, et ça commence à développer toute la chaîne de valeur, donc les produits, le recyclage, l'innovation encore. Et donc, je pense que cette investition ou cette décision de la Commission d'établir cette European Battery Alliance a créé une force, donc une motivation de tous les joueurs, des acteurs dans la chaîne de valeur
et donc aussi sur le plan d'innovation, mais aussi sur l'investissement. Et donc, c'est créer un momentum donc de développer vraiment et d'arriver où il est maintenant. Et donc, si je regarde la question, je pense cette conférence s'était délayée pour quelques années à cause du Covid, mais je pense que cette phase date encore d'il y a 2 ans. Mais donc, aujourd'hui, on ne se pose pas cette question, hein, c'est plutôt où est-ce qu'on est aujourd'hui. Sur le retard pris par l'Europe, je voudrais aussi faire réagir Benoît de Vercors, qui parlait aussi d'un enjeu, d'un sujet d'efficacité industrielle. Ouais, moi je n'aime pas la formule de retard parce que je ne pense pas qu'on soit en retard. On est au bon moment. Et quand vous disiez il y a une hésitation de l'Europe sur le véhicule électrique, Tesla était quand même là depuis un moment. Les constructeurs ont regardé Tesla de loin, personne n'y a cru. Et la réalité, c'est que maintenant, ils ont pris une certaine avance sur le produit, le marché. Et puis, vous avez vu qu'au dernier trimestre, il n'y a qu'un seul constructeur au monde qui a augmenté son volume, et c'est Tesla. Et Tesla commence à produire des millions de voitures chaque année. Donc, c'est intéressant de voir à quel point l'industrie est disruptée par un nouvel entrant. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça. Il y a eu aussi beaucoup d'atermoiements dans le monde économique et politique en Europe, pour ne pas décider, en fait, et en considérant qu'il était de bon ton de rester sur les filières historiques, avec en France en particulier le diesel, et puis en Europe les constructeurs automobiles qui ont poussé très très fort pour pas qu'on bouge. Mais la société civile était prête, elle est en train de basculer. Du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le premier marché mondial pour la mobilité électrique, ça devient l'Europe. C'est l'Europe, et ça va être l'Europe d'ici à 2025, d'ici à 2030. Et donc c'est maintenant qu'il faut rajouter ces outils industriels, et c'est maintenant qu'il faut le faire. On n'est pas en avance, mais on est dans la capacité à surfer cette vague de demandes qu'il faut pouvoir adresser au niveau local. Donc sur l'efficacité industrielle, l'avantage que l'Europe a par rapport à l'Asie est extrêmement performant en réplication et en copier-coller. On a dans l'équipe de Vercors des gens qui ont démarré l'usine de Tesla avec Panasonic. C'était un copier-coller des usines japonaises, donc c'est très bien, c'est très efficace. Par contre, ça reproduit ce qui marche depuis 15 ans, depuis 10 ans. Et là, on est capable de venir apporter maintenant, par rapport à ces nouveaux produits, des éléments d'efficacité industrielle intégrant l'amont et intégrant l'aval, et donc travailler dans une logique de chaîne de valeur partenariale. C'est quelque chose qui est important pour aller vers cette efficacité globale. Le dernier point, et pour moi c'est très important, c'est qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a plus d'usines aujourd'hui en Chine, et je crois que ça a été dit par Ghislain, ils vont être ravis de nous fournir. Le marché chinois accélère aussi très fort, les autres marchés asiatiques également. Et donc on va avoir exactement comme dans les semi-conducteurs, quand bien même il y aurait des capacités ailleurs, elles ne vont pas être capables de servir nos propres besoins. Et donc c'est très important qu'on densifie cette chaîne de valeur des minerais de base jusqu'à la production de cellules, de modules, de packs et à la filière de recyclage. Donc c'est en train d'arriver, on n'est pas encore dans la dynamique nécessaire au niveau européen, donc il faut continuer de pousser sur le plan industriel, ce qu'on fait tous ici autour de la table, de pousser au niveau politique et au niveau financier. Et on le voit, les banques, les acteurs financiers commencent à comprendre qu'il y a là un sujet important et commencent à appréhender les enjeux et à amener les financements nécessaires. On est au début de 10 ans d'évolution industrielle massive sur toute cette chaîne de valeur. Et je pense que ce qui a été dit, et on le voit bien là, c'est qu'on a tous les atouts en Europe, ce qui n'était pas le cas de beaucoup d'autres territoires mondiaux. Alors, vous parlez de produire des millions de véhicules et d'avoir la capacité industrielle pour ça. Encore faut-il disposer des matières premières pour produire ces batteries et avec un volume qui doit exploser. On entend parfois parler d'un facteur 10 d'ici 2030. Ma question qui s'adresse pour les fournisseurs de matières premières, donc Eramet puis Umicore, c'est est-ce qu'on peut répondre matériellement à la demande croissante, à l'explosion du volume de batteries à produire? Pierre-Alain? Oui, la réponse est oui. On peut tout à fait trouver les matériaux et les métaux nécessaires à l'explosion de la demande de la chaîne de valeur batterie pour véhicules électriques. Les ressources, le sujet des ressources géologiques et des ressources disponibles dans le monde en nickel, cobalt, lithium ou quel que soit le métal d'ailleurs, n'est pas une question. Les ressources sont là et si parfois on voit des études dans la presse qui disent qu'on n'en a que pour 20 ans ou 30 ans de disponibilité en termes de ressources, c'est parce qu'on n'a pas fait l'exploration nécessaire. Mais l'oil and gas nous montre depuis les années 70 que quand on cherche, on trouve. Et je ne vois pas de contraintes géologiques pour alimenter cette chaîne de valeur. La question est plus qui y travaille actuellement
et à qui ces métaux qui sont minés actuellement et raffinés et processés sont destinés. C'est le point de Benoît. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, sur les 3 métaux critiques que sont le nickel, le cobalt et le lithium, critiques parce que ce sont des composants essentiels en termes de volume, en termes de technologie pour les batteries lithium-ion, mais aussi critiques parce que ces marchés sont très organisés, très structurés, et pas forcément avec des acteurs français et des acteurs européens. Aujourd'hui, la plupart des projets, des nouveaux projets de nickel minier qui sont développés dans le monde sont développés par des sociétés chinoises, et on sait très bien qu'un métal qui est miné par une société chinoise n'arrivera jamais sur le marché européen, ni dans une voiture européenne. Il ira se faire raffiner en Chine, il ira alimenter une gigafactory chinoise, voire une voiture chinoise. Et si on veut que les gigafactories que nous sommes en train de développer avec un support public qui est tout à fait nécessaire et pertinent, mis en place depuis quelques années, si on veut que ces gigafactories ne soient pas vides, au final, et c'est exactement l'exemple des semi-conducteurs qu'on voit depuis cet été, il est absolument indispensable qu'on sécurise nos approvisionnements en métaux le plus tôt possible. Comme on l'a dit, nous avons tout à fait les compétences, on a les bons acteurs, on a les compétences, on a la volonté industrielle d'aller chercher ces métaux, de les sécuriser tant sur la partie minière que sur la partie raffinage. On a besoin aussi de support public. C'est une très bonne chose que la chaîne de valeur batterie se soit organisée via l'aval. Il a d'abord fallu qu'on ait des gigafactories qui étaient le maillon qu'on n'avait absolument pas en Europe. Et c'est là-dessus que les pouvoirs publics se sont focalisés avec notamment la European Battery Alliance. Il est maintenant nécessaire qu'on remonte la chaîne de valeur pour alimenter ces usines. Yann, si vous voulez ajouter un mot pour Umicore. Oui, je voudrais adresser 3 idées. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y aura assez, mais il faut quand même réfléchir aussi aux 3 autres éléments. D'abord, je voudrais référer à le recyclage. Au début, ça ne va pas donner beaucoup d'impact sur le montant qu'on peut récupérer dans les nouveaux batteries, parce que heureusement, les batteries ont une durée de vie plus longue qu'anticipée. Donc c'est une bonne chose, mais ça veut dire que le recyclage est retardé. Mais d'autre côté, savez-vous que l'Europe et tous les citoyens d'Europe jettent la quantité de cobalt équivalente d'une mine moyenne dans la poubelle. Donc, il y a 5000 tonnes de cobalt qu'on pourrait récupérer de vos batteries de téléphones qu'on jette comme ça. Donc, c'est un appel donc de réfléchir très bien qu'est-ce que vous faites avec vos batteries. J'ai entendu, la semaine passée, que la Seine, la rivière à Paris, devient de plus en plus une réserve pour les métaux lourds parce qu'on jette les trottinettes électriques dans la Seine. Donc ça, ce n'est pas la bonne attitude. Donc, il faut vraiment faire meilleur pour récupérer les métaux. Et donc, le taux de recyclage des appareils électroniques, c'est très, très, très faible, tandis qu'il y a beaucoup de ressources essentielles dans cette électronique. Donc, un appel pour faire mieux au niveau de recyclage et de collection surtout. Le deuxième, c'est nous, les producteurs des matériaux, qu'on peut encore améliorer la qualité des produits, donc de faire mieux avec moins. Et donc, je réfère à l'histoire des catalyseurs pour les voitures combustion. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de platine, palladium, rhodium dans ces catalyseurs, bien qu'ils sont beaucoup plus performants. Et donc, une même chose. Donc, quand on regarde les batteries lithium-ion d'il y a 20 ans, c'était tout cobalt. Maintenant, le cobalt, ce n'est que 10% dans les batteries. Et donc, ce sont encore des trajets qu'on peut améliorer l'efficacité, donc l'usage plus efficace des matériaux. Et troisième, il y a aussi la manière qu'on utilise les voitures électriques. Et donc, vous savez que les voitures sont utilisées 5% du temps. Donc, 95% du temps, tous ces matériaux, donc ces 200 kilos de batterie, n'est pas utilisé. Suppose qu'on peut utiliser ces matériaux 10% du temps. Ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est le double. Donc ça veut dire qu'on peut faire la même chose avec la moitié des kilos. Et donc ce sont 3 éléments que je voudrais réfléchir un peu. Merci Yann. Oui, je voulais juste rajouter un petit point. C'est qu'effectivement, on parle beaucoup pour la sécurité de la chaîne de valeur en Europe des métaux, ce qui est clairement un point fondamental. Mais il ne faut pas oublier qu'une batterie est un système holistique qui marche si tous les ingrédients y sont.
Donc même sur la partie un peu moins connue des électrolytes, des binders pour cathode, etc., si on n'a pas une chaîne de valeur en Europe, ben on sera toujours dans la situation un peu de otage de la part des fabricants asiatiques qui pourraient un jour dire ben voilà, il y aura plus de sel conducteur, par exemple, qui est envoyé en Europe parce que la demande en Chine est trop importante. On le voit très bien dans la crise des semi-conducteurs que personne, plus ou moins, j'imagine, n'avait pas vu venir, où c'est de tout petites choses qui étaient considérées des commodités, qui finalement, ils bloquent l'industrie. Oui, vous faites allusion aux semi-conducteurs, Alessandro. Donc là, on voit qu'il faut que l'Europe se lance dans la conception, enfin se lance, accélère dans la conception, la production de batteries et au-delà de rattraper un éventuel retard, prennent de l'avance dessus. La question maintenant sur laquelle je voudrais faire réagir Saft, puis Verkor, puis Forsy Power, c'est comment on s'y prend. Est-ce que les industriels européens doivent travailler sur les générations actuelles de batteries ou bien sauter le pas et aller directement à la génération d'après, tout comme les Asiatiques et les Chinois ont sauté le véhicule thermique pour aller vers le véhicule électrique directement. Voilà, je laisse la parole à Guilain pour commencer, puis Verkor et Forsy. Alors, je crois que les Chinois, c'est leur rêve qu'on ne fasse que travailler sur la génération suivante. Parce que ça veut dire que du coup, on ne s'occupe pas du business pour l'instant, on s'occupera du business dans 10 ans. Donc au contraire, il faut qu'on soit présent tout de suite. Ce qu'on est d'ailleurs, parce qu'effectivement, moi, le terme retard, en fait, il y a un retard dans la demande. Parce qu'en fait, en Chine, ils ont un marché de la demande qui est complètement dirigé par l'État et ils disent les voitures doivent être électriques. En Europe, ça prend plus de temps, puis c'est lié aux consommateurs. Donc tant que la voiture électrique n'a pas atteint un prix d'équilibre, effectivement, n'importe qui préférera acheter une voiture, en dehors des écolos convaincus, préférera acheter une voiture qui a un bon rapport qualité-prix. Donc de toute manière, la demande aujourd'hui, elle commence à percer en Europe. Donc je pense que de ce côté-là, on n'a pas de problème à avoir. Sur la techno, on a zéro complexe à avoir. En fait, les batteries, lisez dans tous les articles de journaux, les batteries chinoises, ils ont réduit d'ailleurs leur norme pour les subventions de 300 Wh par kilo à 250 Wh par kilo ou 260, parce qu'il y avait trop de voitures qui brûlaient dans le garage. Donc, il ne faut pas croire qu'ils maîtrisent la technologie. Ils ne maîtrisent pas la technologie. Il y a quelques leaders, il ne faut pas négliger les leaders qui sont très bons et qui seront encore meilleurs. Mais on sait très bien faire des batteries en Europe et en France en particulier. Le troisième point, sur la chaîne d'approvisionnement, je pense que c'est aussi absolument critique et je suis d'accord avec toutes les interventions qui ont été faites. On a besoin de maîtriser notre chaîne d'approvisionnement aussi bien en amont qu'en aval. C'est-à-dire en amont avec des investissements qui sont massifs dans les mines, dans le raffinage et dans les matériaux de cathode, qu'en aval dans le recyclage. Parce que c'est une façon de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Alors pourquoi est-ce qu'en fait on sera compétent ? Mais parce qu'en fait on a des ingénieurs, on a des techniciens, on a des process en Europe qui sont exceptionnels. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. On se tape tout le temps sur le dos en se disant on est en retard ou au contraire on ne va pas y arriver. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les équipements sont relativement standards sur une chaîne de production. Si on a l'intelligence du process ou du process engineering, on va réussir à optimiser ces lignes de production. Et en plus de ça, on est un petit peu, quelques années derrière ce qui se passe en Chine. Donc on peut avoir même des machines qui sont plus performantes que celles qui sont actuellement délivrées dans les usines chinoises ou qui ont été délivrées. Donc on a les compétences, on a les machines, on a la demande, on a l'ensemble de la chaîne. Après, c'est une volonté. La volonté politique est là. C'est-à-dire que les États nous soutiennent, et c'est très bien. On a besoin du soutien des États, parce qu'en fait, l'intérêt d'un soutien public ou d'une subvention, c'est pas de l'avoir à vie, parce que sinon on est mort. C'est que simplement la subvention permette de rattraper le différentiel de marge qu'on a au début. Moi, j'ai voulu acheter dans une usine chinoise il n'y a pas très très longtemps, avant le Covid, ça paraît déjà il y a des siècles. Et puis je demande au patron de l'usine chinoise, mais qu'est-ce que c'est que ce terrain là derrière ton usine ? Ah ben ça, c'est la région qui vient de me le donner. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes règles du jeu. Donc merci la région Aquitaine s'ils peuvent nous donner des terrains, mais on fonctionne pas comme ça. Donc il faut qu'on joue avec nos règles du jeu. Mais je pense qu'avec nos règles du jeu, on a tous les éléments dans notre main. Et d'ailleurs, le panel à cette table prouve. On a des entrepreneurs, on a l'argent, on a les compétences, on a tout. On reparlera effectivement tout à l'heure des politiques publiques. Benoît, le point de vue de Verkor sur les générations de batteries dans lesquelles il faut investir, est-ce que c'est tout de suite ou celle d'après ? Et puis peut-être faire aussi un petit rappel de quelles sont ce qu'on appelle les différentes générations de batteries.
Ouais, avant de venir sur la génération de batterie, un mot sur les voitures électriques. J'aime bien faire cet exercice. Qui dans cette salle roule en voiture électrique? Est-ce que vous pouvez lever la main? Full électrique. Hein. Sinon, ça compte pas. On en a 5 ou à 10. Dans ceux-là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu un jour un problème avec leur autonomie ou l'incapacité à se charger? Ah, on en a une là-bas. 2, allez. C'était ensemble. Ils sont ensemble, ils sont passés le mot. Alors pourquoi je pose la question? Parce que je fais un parallèle. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2002 chez Airbus à Toulouse, et c'était l'année où les cigarettes commençaient à être interdites dans les bureaux. Et il ne viendrait plus à personne l'idée aujourd'hui de fumer dans un bureau. Déjà, fumer sur un trottoir, ça devient rare. Je pense qu'on va vivre la même chose avec les voitures. À titre personnel, ma femme, un jour, elle m'a dit « J'en ai marre de mettre de l'essence, ça me salit les mains, ça pue, on va acheter une voiture électrique. » Donc le raisonnement sur la voiture, il n'est pas que économique. Et on s'obstine en permanence, c'est-à-dire qu'il faut aller à la parité sur la voiture. C'est important, mais la parité coût aujourd'hui, quand on raisonne coût total, elle est largement atteinte sur plus de la moitié du marché de tous les véhicules. Il n'y a aucun problème. Parce qu'une voiture électrique, c'est 0 entretien, c'est quasiment 0 sur le coût de l'énergie. Et ça va durer une durée considérable. Malheureusement, elle dure trop longtemps pour qu'on ait besoin de les recycler. Donc c'est le premier point, c'est arrêtons de croire qu'on n'a pas ce qu'il faut pour que le marché décolle. Le marché décollera. Vous avez vu, il y a quelques véhicules en test là. Allez essayer, louez une voiture électrique un mois et après posez-vous la question de savoir si vous voulez revenir sur une voiture qui pue, qui vous demande 200 balles pour la vidange tous les ans. Enfin, je vous passe, c'est des meilleurs. Donc il y a vraiment un basculement de monde qui est pour moi du même ordre que vous aviez des chevaux partout dans Paris et on s'est dit on ne pourra pas continuer parce qu'il y a trop de crottins et hop, la voiture est arrivée, on a changé de monde. La voiture électrique, c'est pareil. Ça a un autre avantage, ça résout tous nos problèmes de pénétration des renouvelables dans le réseau, parce qu'avec 1 million de voitures électriques, il n'y a plus aucun problème de gestion de la pénétration de l'intermittence des renouvelables. Donc ça va être un basculement de monde. Ça arrive, c'est ce qui est devant nous. Ensuite, sur les générations de batteries, avec les batteries d'aujourd'hui, qu'on va continuer d'améliorer, on a déjà le produit répondant aux besoins. Et donc, on n'a pas besoin d'une révolution, on a besoin de les produire massivement pour avoir des coûts compétitifs, une empreinte environnementale maîtrisée et une capacité de recyclage aussi qui soit intégrée. Alors après, les nomenclatures de génération, alors là, chacun a la sienne. Mais pour faire simple, il y a les générations actuelles, c'est-à-dire sur les chimies qui ont une densité énergétique élevée en lithium-ion avec un électrolyte liquide, et avec un triptyque NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Il y a des variantes autour de ça. Il y a une autre famille qui est avec le LFP, qui est moins dense énergétiquement, un petit peu moins cher et qui répond à d'autres types de besoins. Et la génération d'après, si on parle de disruption, c'est la génération qui arrivera vers les batteries à état solide qui n'auront plus d'électrolyte liquide, qui pose de temps en temps certaines difficultés. Aujourd'hui, pour la décennie qui vient, on va aller vers l'optimisation et des grands volumes de production sur le NMC avec effectivement ce qu'on appelle du high nickel rich, c'est-à-dire un fort taux de nickel. Et je crois que la convergence sectorielle, elle est quand même en train de se faire sur ce produit-là, où là, il y a énormément d'optimisation à faire sur le produit, sur le process de production, pour baisser les coûts, pour rendre surtout la qualité de la production plus élevée, parce qu'un des drames le grand public ne sait pas beaucoup, c'est que ces usines-là, comme ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs par Yann Vincent, c'est des choses qui sont difficiles à faire. Ça implique beaucoup de pertes au feu dans la production, donc beaucoup de scrap qu'il faut recycler. Et l'enjeu, c'est de baisser le niveau de ces scraps-là pour permettre d'avoir un standard de production qui tout de suite valorise l'essentiel de la production. Ça, c'est l'enjeu de l'Europe, en fait, dans les 5 à 10 ans qui viennent, de monter ces usines à ce standard-là. Et sur les produits, j'en ai un petit peu parlé. Sur les générations de batteries, est-ce que Forsy Power a une religion dessus ou est plutôt agnostique ? Non, on n'a pas de religion. On essaie de réfléchir à la situation, de s'adapter et ensuite de définir notre propre règle. Alors, il y a toujours un petit rabat-joie dans la salle et je joue le jeu de rabat-joie pour commencer. On attend farouchement d'avoir des technologies européennes, des technologies françaises, de pouvoir s'approvisionner ici. On fait des systèmes de batterie depuis seulement 10 ans, mais enfin j'en fais depuis avant ça, et on attend que ça arrive. En revanche, aujourd'hui, les Asiatiques dominent 90% du marché mondial, ont une avance colossale. Ont racheté les matières premières, ont les usines, ont d'innombrables brevets. Je me rappelle juste avant le Covid, quelques jours avant le Covid, le président d'un grand groupe coréen qui était là et qui me regardait en souriant, en disant attention, on va acheter ailleurs. Et on répondait on a 26 000 brevets. Okay, donc, et ils avaient dépensé de l'argent depuis 15 ans, 20 ans dans ce domaine-là. Ils ont une avance, ils ont des économies d'échelle colossales. Et quand on se parle de gigafactories, il ne faut pas oublier une chose. Des gigafactories en Europe, il y en a de nombreuses. Et elles sont asiatiques. Donc ils sont déjà là. Et on n'a rien fait pendant qu'elles s'installaient. Maintenant, on va monter nos propres gigafactories avec un petit peu de retard. Donc il y a la course
poursuite ou de rattrapage, elle est quand même rude. Il y a une pénurie aujourd'hui. Aujourd'hui, la pénurie, elle est pas forcément en matière première, elle est plus en capacité de production, c'est-à-dire en usine installée sur le territoire européen. On peut imaginer que dans 2-3 ans, dans 4 ans, il n'y aura pas de problème de capacité de production, mais l'offre et la demande vont s'aligner. C'est à ce moment-là que les usines européennes vont arriver. Je parle des usines européennes, vraiment européennes. Et à ce moment-là, se posera la question de la compétitivité. Il n'y aura pas juste la technologie, il y aura la compétitivité. Je suis absolument convaincu qu'en termes de technologie, toutes les personnes qui sont présentes et les équipes de ces sociétés sont capables de le faire. Je suis également convaincu, et j'ai envie, et on le fera, on travaillera avec les acteurs européens. Mais il ne faut pas oublier ce critère-là. Et ce critère-là déterminera le marché dans quelques années. Mais le marché va croître pendant plus que 5 ans, il va croître 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est dans une nouvelle ère. Donc forcément, il y aura un ajustement de marché, il y aura un morceau du gâteau pour les acteurs européens. Mais ne pas négliger ceux qui sont en place. Nous aussi, on était en place dans le domaine du thermique pendant un siècle. C'est pour ça que les Chinois ont décidé de passer à l'électrique. Eux sont en place depuis une quinzaine d'années. Il faudra qu'on les rattrape et qu'on les dépasse. Et je suis confiant. Merci Christophe pour la transition que vous me permettez. La question que je vous pose à vous, puis à Yann et à Pierre-Alain, c'est est-ce que l'Europe peut être compétitive, pour reprendre l'expression que vous utilisiez ou Pierre-Alain, pour commencer. Merci. Oui, elle peut l'être, et heureusement, sinon ce serait un combat perdu d'avance. Elle peut l'être sur les générations actuelles et sur les générations futures. Juste un point peut-être complémentaire sur l'innovation. On fait beaucoup d'innovation en Europe, on est très fort en innovation. L'innovation est très supportée d'ailleurs par les pouvoirs publics nationaux et européens, c'est une très bonne chose. Cette chaîne de valeur batterie, cette nouvelle industrie nous montre bien que l'innovation ne peut aller que de pair avec une production. On ne peut pas innover, on ne peut pas faire l'innovation qui ne sera mise en production que dans 10 ans. Et on voit bien la force de frappe et le métrique des brevets en est un très bon. On voit bien la force de frappe en innovation des groupes coréens et des groupes chinois actuellement, parce qu'ils sont déjà en production, parce qu'ils font de l'innovation aussi incrémentale. On ne trouve pas une rupture technologique tous les matins. Cette composante-là est extrêmement importante. Et donc pour moi aussi, je souscris tout à fait au besoin de rentrer sur le marché, d'avoir des parts de marché le plus tôt possible sur ce qu'on sait faire. Et l'innovation doit être faite en parallèle. Christophe, vous voulez poursuivre? Oui, je voulais poursuivre. Alors nous, dans la chaîne de valeur, on se met au niveau du système, c'est-à-dire on apporte un système aux clients, on a besoin des meilleurs accus du marché, et je sais qu'en Europe, on en aura de très bons demain. Je ne suis pas certain qu'en Europe, on ait exactement le même compétitivité coût que l'on aura en Asie. En revanche, il faut travailler sur les performances et l'innovation, effectivement, savoir des produits meilleurs. Et pour nous, le TCO, le coût total de possession, sur la durée de vie de la batterie, c'est pas un bien de consommation, c'est un bien d'équipement qui va équiper un véhicule qui va rouler pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. En TCO, il faut être meilleur. On sait être meilleur et il faut travailler sur ça, sur la performance, sur la recyclabilité, sur la réutilisation des matières, sur la sécurité. Et c'est comme ça qu'on apporte de l'innovation au marché et c'est comme ça qu'on sera plus fort sur le territoire européen. Peut-être, si je peux, un point complémentaire sur la compétitivité, sur les métiers de l'amont, sur les métiers du groupe Eramet. On peut être tout à fait compétitif en coût opératoire par rapport à des Chinois, tant sur la transformation de minerais que sur le recyclage. On peut être aussi plus innovant et ça améliorera d'autant plus notre compétitivité. En termes de coût d'investissement, de CAPEX, on a un différentiel net avec notamment les Asiatiques et les Chinois. Mais c'est là où la puissance publique aussi peut nous aider pour incentiver la création de cette chaîne de valeur, pour combler ce différentiel de coût d'investissement. De la même manière d'ailleurs que le font les Asiatiques, eux aussi sont l'exemple de l'acquisition des terrains en est un très bon. Eux aussi ils sont aidés sur la part investissement, mais en termes de coût opératoire, on peut être tout à fait compétitif. Oui, pardon, juste pour revenir sur les coûts, parce que c'est un sujet important. Il faut bien comparer ce qui est bien comparable. C'est-à-dire que bien sûr que de grands acteurs sont très compétitifs, mais après la question c'est sur quel périmètre et puis avec quel type d'accompagnement et à quel niveau. Et donc le point est vraiment très important parce qu'il y a des acteurs. Enfin, je fais un parallèle actuellement avec un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui montre les évolutions des investissements mondiaux entre le pétrole et les batteries. Les batteries vont être le pétrole de demain. Et donc se passe ce qui s'est passé au début du siècle quand de grands acteurs se sont séparés, les grands producteurs pétroliers. Donc l'enjeu, il est du même ordre. Donc il y a un enjeu de souveraineté durable. Et cet enjeu-là, il recouvre aussi des stratégies nationales, et la Chine le fait, mais ce n'est pas la seule,
sur lequel la Chine n'a objectivement aucun intérêt à voir émerger une industrie de la batterie européenne compétitive, performante et durable. Et donc ça peut passer par de nombreuses années d'approche de dumping et de soutien massif par le gouvernement à des prix qui empêchent le développement d'une industrie européenne. Donc c'est aussi ça, quand on compare des coûts, c'est aussi avoir conscience de ça et ensuite faire des choix ensemble sur là où ça nous amènera dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Et tout n'est pas simplement sur le prix d'une étiquette parce que ça dépend de ce qu'on met derrière. Oui, et d'ailleurs, je pense que pour la compétitivité, il ne faut pas parler que de la compétitivité coût. En fait, je pense qu'en France, on a de la chance d'avoir de l'énergie low carbone. On n'a pas parlé du CO2 footprint. On n'a pas parlé des processus de Eramet comparés aux processus qui sont utilisés en Chine où ils renvoient tous les déchets dans la mer. Donc en fait, il y a quand même des normes à mettre en place, des réglementations. Et je pense que c'est le rôle aussi de l'Europe de mettre en place des réglementations qui sont, sans être protectionnistes, sont au moins réciproques par rapport à la Chine. Pourquoi est-ce qu'en fait on paye des taxes plus élevées quand on vend en Chine que les Chinois quand ils vendent en Europe? Donc en fait, on voit qu'il y a plein de critères de compétitivité qui sont à prendre en compte en dehors du coût et en dehors du TCO, mais qui comprennent tous les critères que je viens de mentionner. Christophe, pour forcer. Oui, notre approche n'est pas protectionniste, mais d'un autre côté, il faut être conscient d'une chose, c'est que tous les autres continents sont absolument et totalement protectionnistes dans plein de domaines. Les Chinois le sont intégralement, et ça va jusqu'à devoir céder son capital à des sociétés d'État chinoises. Les Indiens le sont, les Américains le sont, tout le monde l'est. Donc en Europe, il faut mettre en place les outils avec toutes les possibilités, toutes les modalités possibles, de façon à permettre à l'industrie européenne d'émerger réellement. Et vous convergez tous vers un sujet dont on avait parlé aussi avec Yann, qui est que l'industrie européenne doit bénéficier d'un level playing field, c'est-à-dire que tous les acteurs opérants en Europe jouent avec les mêmes règles. Vous parliez de dumping, mais il y a aussi les règles de RSE. Yann, vous voulez en dire un mot là-dessus sur l'internalisation des externalités ? Ça, c'est un autre élément, mais je voudrais d'abord peut-être, sur la question initiale, donc la compétition et donc la position compétitive de l'Europe. Nous sommes un acteur mondial, donc on produit partout et donc on suit les clients. On est commencé en Corée, puis on était allé en Chine et maintenant on revient en Europe. Si l'Europe ne serait pas compétitive, on aurait simplement élargi notre production en Chine et exporté les produits chinois en Europe pour être intégrés. Donc le fait qu'on a décidé quand même d'investir en Europe, ça montre qu'on trouve que c'est compétitif. Et s'il y a des problèmes de production en Europe, je le trouve plutôt que c'est sur des autres domaines que la compétition. C'est plutôt, donc, pour nous, vraiment, une des raisons de choisir un endroit d'investir, c'est le personnel, de trouver les opérateurs, les techniciens bien formés. Ça, c'est un des bottlenecks. Un autre bottleneck que nous voyons, c'est nous avons une politique que chaque nouvelle activité industrielle devrait être carbone neutre. Donc, c'est de trouver assez de l'énergie renouvelable pour démarrer une usine nouvelle ici en Europe. Donc ça, ce sont les deux grands soucis. Et un troisième, peut-être, je pourrais ajouter, c'est la place. Donc c'est les mètres carrés, vraiment. Donc chaque gigafactory de cellules, ça demande aussi une gigafactory pour les matériaux. Et donc trouver assez de mètres carrés dans un environnement où on accepte l'industrie chimie, c'est pas facile non plus. Donc c'est plutôt ça qui sont les contraintes que vraiment la compétition de production. En effet, les coûts de production, c'est quoi? Pour nous, dans notre position, c'est les matériaux premiers, mais ça c'est presque 100% mondial. Donc il y a des différences, mais disons que c'est presque mondial. Puis c'est l'énergie, même là. Il n'y a pas de raison fondamentale pourquoi l'énergie renouvelable des éoliennes serait plus chère en Europe qu'en Chine. Et troisièmement, ce sont les main-d'œuvre, mais bien que c'est que la troisième position. Donc les main-d'œuvre, ce n'est pas position numéro 1 pour nous. Mais bon, on peut le compenser partiellement avec un degré d'automatisation plus élevé. Et donc, ça, ce sont les éléments dans la compétition. Mais la deuxième question que vous avez... Oui, c'était vous aussi en tant que fournisseur de matériaux comme d'autres ici, vous subissez, vous êtes contraint par des réglementations RSE, disons, qui s'appliquent et qui ne s'appliquent pas forcément à tous les industriels dans le monde.
Oui, mais là, donc, ça, c'est, on a parlé déjà un peu de la nouvelle réglementation des batteries en Europe. Il y a beaucoup d'exigences au niveau de CO2. Donc, d'abord, déclaration CO2, mais après quelques années aussi, un cap, donc un maximum. Il y a le taux de recyclage des matériaux recyclés dans les batteries. Mais là, donc, les batteries importées doivent aussi correspondre à ces exigences. Mais je peux vous dire, donc, pour une économie contrôlée, on peut alloquer toute l'énergie renouvelable dans les batteries pour l'exportation en Europe. Donc, c'est pas de grand problème. Le taux des matériaux recyclés, en Chine, il y a beaucoup plus de matériaux recyclables. Il y a beaucoup plus de scrap de production qu'on peut mettre dans les batteries pour l'exportation en Europe. Donc, ces mesures, on ne peut certainement pas le considérer comme protectionniste parce que les producteurs asiatiques peuvent aussi produire avec les renouvelables, avec les matériaux recyclés. Ce sera plutôt le niveau de l'enforcement. Et si on déclare ceci ou cela, est-ce qu'on peut montrer que c'est vraiment comme ça? Ça, c'est plutôt le souci que j'ai. Merci Yann. On avait parlé aussi un peu de ce sujet en préparation avec Alessandro sur les législations qui s'imposent ou qui doivent s'imposer en Europe et dont il faut mesurer, les législations plutôt écologiques, disons, dont il faut mesurer l'impact potentiellement négatif, les effets de bord sur la transition énergétique vers le véhicule électrique. Tout à fait. Je pense que on est tous conscients que l'Europe est vraiment le leader dans le monde d'une politique de défense de la planète et de l'environnement. Et on est tous contents en tant que citoyens européens de ça. Mais comme ça a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui, il faut s'assurer que les règles soient appliquées aussi aux autres, ou alors qu'il y ait des systèmes de pénalisation de ce qui ne respectent pas. Il faut effectivement donner une valeur à la responsabilité sociétale des entreprises, qui aujourd'hui est pour nous quelque chose de clé et qui ne l'est pas ailleurs. Et puis, je pense que c'est absolument fondamental que les législations ne soient pas vraiment un conflit avec les innovations, avec le déploiement de l'industrie. Et aujourd'hui, effectivement, quand on regarde certaines propositions qui sont en discussion à Bruxelles, on peut se poser des questions qu'un jour, on nous demandera de faire des batteries au lithium sans lithium. Et ça va devenir un peu compliqué du point de vue technologique. Si je peux rebondir sur ce que Arnaud, tout à l'heure, vous avez mentionné le terme de contrainte RSE. Je ne dirais pas que ce sont des contraintes. Je cherchais le mot. Il y a réellement, non mais voilà, c'est exactement le terme. Il y a réellement une opportunité RSE. Parce que actuellement en Europe, nous sommes mieux-disants sur ce sujet, et on peut penser que nous sommes mieux-disants pour le moment, mais que l'on ne fait que anticiper ce qui devrait se déployer à l'échelle mondiale à un certain horizon de temps. Et on le voit bien dans le monde des matières premières. On l'a d'abord vu sur le cobalt. Le gros sujet du cobalt qui a été mis en lumière par Amnesty International en 2016, c'était le travail des enfants, notamment en République démocratique du Congo. Ce problème a été mis en lumière et donc des guidelines, des standards ont été mis en place pour pouvoir certifier que le cobalt en RDC ne faisait pas appel au travail des enfants, et même les opérateurs chinois opérant en RDC ont fini par être compliant. On peut penser qu'il y a des trous dans la raquette, mais de manière générale, on finit par être compliant avec cette exigence. Le sujet actuel, il est plutôt sur le nickel en termes d'atteinte à la biodiversité. La transformation du nickel produit beaucoup de résidus. Il y a la question de savoir qu'est-ce que vous faites de vos résidus. Soit vous les stockez, vous les traitez, ça coûte cher forcément. Soit vous les rejetez en mer, c'est beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus impactant évidemment sur l'environnement. Et là, l'arme législative est extrêmement importante pour s'assurer, l'arme réglementaire est extrêmement importante pour s'assurer que le nickel qui arrive dans une batterie arrivant sur le marché intérieur européen n'utilise pas de telles pratiques. Et enfin, sur le lithium, le sujet majeur, c'est la consommation, la gestion de la ressource hydrique. Une grande partie du lithium va venir d'Amérique latine, de régions qui sont plutôt désertiques, et il est extrêmement important d'avoir des procédés très innovants qui permettent de limiter la consommation d'eau. Sur l'ensemble
l'ensemble de ces sujets, les opérateurs européens ont des réponses. Il faut s'assurer, via l'arme réglementaire, on peut voir ça comme une forme de protectionnisme. En fait, c'est une notion, comme on l'a dit, de level playing field. On s'assure que tout le monde joue avec les mêmes armes. C'est sur ce sujet que l'Europe doit être très proactive. Et par ailleurs, il n'y a pas de raison de retarder la mise en place de tels standards au niveau européen, parce que sinon, le consommateur final n'adhérera pas à la transition énergétique qu'on le veut mettre en place. J'imagine que toutes ces choses à mettre en œuvre pour produire plus de batteries avec de bonnes conditions d'impact social et environnemental, ça nécessite de l'argent, des financements. Est-ce que vous jugez, et la question s'adresse à tous, qu'en Europe, les financements, les fonds nécessaires sont à la hauteur des enjeux, ou bien il y a un pas à faire dans ce sens? Je ne sais pas qui veut réagir en premier. Christophe, je vais bien réagir, mais je vais revenir en arrière sur le point précédent, à nouveau. On a le temps. Le point précédent, pour moi, c'est effectivement, tous ces points sont vrais. À ça, il faut rajouter, il faut valoriser la batterie le plus possible. Il faut penser, puisqu'on se parle beaucoup de mobilité, il faut penser au fait que les batteries, en fin d'usage dans la mobilité, ont encore de l'énergie. Ces batteries, il faut les réutiliser, il ne faut pas les jeter. Ces batteries ont une seconde vie. Cette seconde vie, effectivement, ce n'est pas forcément le sujet des fabricants d'accumulateurs qui veulent en fabriquer de nouveaux. Les Européens ont conscience de ça et bien évidemment l'intègrent. Les Asiatiques en général n'intègrent pas cette notion-là dans leur modèle. Et d'ailleurs, la réglementation en Asie, dans certains pays c'est le cas, dans d'autres c'est pas du tout le cas, préfèrent partir directement en recyclage. Donc ces batteries, il faut les réutiliser, il faut les faire durer 5 ans, 10 ans de plus. Et ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait une vraie recyclabilité facile. Donc à partir de la conception du produit, de la cellule, mais du pack, enfin de l'ensemble du système, de façon à pouvoir plus facilement en extraire les matières premières, les remettre dans la boucle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui rejoint votre question, oui, aujourd'hui, il y a des financements en Europe. Il y a beaucoup de financements en Europe. Il y en a de plus en plus. Ce qui est regrettable, c'est que ce n'était pas là avant. Mais aujourd'hui, c'est là. Donc aujourd'hui, effectivement, j'allais dire, il faut coordonner, ordonner les projets, ne pas essayer de tout faire, essayer de bien fixer les caps stratégiques et utiliser les subventions avec des moyens que l'on a réellement en interne. Donc ne pas saupoudrer l'argent. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, ou un peu plus d'une dizaine d'années, il y avait le plan Obama aux États-Unis, il y avait 3 milliards de dollars qui ont été mis sur la table, ils ont été saupoudrés, toutes les boîtes ont disparu. Il y avait également d'autres raisons, mais quand l'argent est mal utilisé, le résultat n'est pas forcément concret. Donc aujourd'hui, j'espère qu'on a appris de ça. L'argent, il faut l'avoir, il faut l'utiliser, et si on l'utilise bien, on arrivera à faire de grandes choses. Saft et Verkor, qui êtes pour l'un acteur historique de la batterie et l'autre nouvel entrant, vous avez des grands plans d'industrialisation, de développement des capacités. Est-ce que vous considérez que vous bénéficiez, est-ce que vous avez l'argent, est-ce que vous trouvez facilement l'argent nécessaire à cette augmentation des capacités industrielles en Europe, au-delà du sujet de l'augmentation de la demande? Oui, je pense que ça est en train de bouger. On a le monde financier qui a compris que les renouvelables étaient quelque chose d'intéressant. C'est en train d'arriver sur la chaîne de valeur de la batterie. Ça a été dit, il y a l'Alliance européenne des batteries, il y a eu les dispositifs IPCEI 1 et 2, ça c'est du soutien direct. En même temps, vu les tailles des entreprises dont on parle, le soutien direct est utile, mais il n'est pas indispensable pour avancer sur ces marchés-là. Ce qu'on voit, c'est que les acteurs investisseurs commencent à comprendre. Ça passe aussi avec les contraintes RSE d'investissement qui conduisent à basculer progressivement du fossile au non fossile. Ça, c'est clair, et l'Europe avance là-dessus. Après, j'entends ce qu'on dit tous. Je pense qu'il faut, en particulier, on parle beaucoup de la Chine sans en parler. Il faut quand même assumer collectivement de faire en Europe ce que la Chine fait quand les entreprises européennes arrivent en Chine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être naïf sur vraiment la bataille industrielle dans laquelle on est. C'est vrai aussi avec les Américains. Et donc mettre en œuvre les armes nécessaires pour avoir notre compétitivité et notre souveraineté industrielle. C'est vrai dans certains secteurs. Vous avez sans doute acheté un vélo électrique dernièrement, et il n'y a pas de vélo électrique qui arrive directement de la Chine en Europe. Ça n'existe pas. Ils sont tous assemblés en France, en Europe, en Allemagne. Et donc c'est très facile de faire la même chose sur les voitures, et c'est absolument facile de dire importer des voitures depuis la Chine n'a aucun sens, et donc l'Europe demande que ça ne soit pas fait et que la valeur soit créée sur le territoire. C'est très facile. Moi j'ai des enfants, ils sont en France, ils iront peut-être vivre un jour en Chine, mais fondamentalement ils sont européens. Donc l'enjeu c'est aussi de créer ces emplois industriels sur le territoire européen. C'est ça l'enjeu qui est sous-jacent. Et là-dessus c'est presque un sujet politique, et on a avec les batteries un cas assez rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de ce type-là, pour faire ça au bon niveau et le faire au bon rythme. Donc sur l'argent, il y a de l'argent privé commence à arriver, l'argent public est là. Et je suis très sensible à ce que tu dis, Christophe. Le saupoudrage est un danger. Et à ce titre-là, la manière dont le président Macron a positionné le plan avec ses 10 objectifs
qui évite du saupoudrage et qui évite aussi quelque chose qui est terrible, qui est la neutralité technologique. La neutralité technologique, c'est l'assurance de se planter partout. Donc il faut faire des choix et y aller très fort et assumer. Et donc on commence enfin en France à se dire qu'il faut arrêter de tout pousser, il faut faire quelques choix bien identifiés, les pousser très fort et ça marche. Et donc si on essaie de tout faire, on fait rien. Et donc là on est un bon exemple. Faire les batteries pour la mobilité, c'est une orientation sans regret dans laquelle on y va fort et là ça suit. Dylan, vous voulez compléter sur les financements? Oui, moi j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je pense que l'industrie de la batterie en Europe a été fortement favorisée par les subventions publiques. Parce que je me rappelle des premiers meetings qu'on avait avec la Commission européenne en 2015, 2016, 2017. C'était oui, effectivement, il ne faut pas être naïf, il faudrait qu'on fasse une industrie européenne, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et on a commencé par faire une alliance européenne avec R&D, avec Solvay en particulier, mais il y avait d'autres acteurs comme Siemens, MAN, Umicore, etc. Et en fait, la R&D intéressait personne. Ce qui les intéressait, c'était l'investissement et l'emploi. Donc derrière, on est passé à créer des gigafactories, et c'est à lancer des gigafactories. Et ce qui est très bien, ce qui était la suite logique. Et je dois dire que les pouvoirs publics ont vraiment favorisé cette émergence. Maintenant, il faut que ce soit coordonné, parce que quand on voit des règles d'émission de CO2 qui sont très contraignantes pour les industries automobiles et qui arrivent en avance de phase de la construction d'usines de batteries, ça favorise l'implantation en Europe de concurrents chinois, CATL pour ne pas les nommer en Allemagne. Alors il y a peut-être d'autres contreparties de ce deal que je ne connais pas, mais sans être naïf, il est aussi important pour les Allemands de vendre leurs voitures en Chine. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas une politique européenne qui est totalement cohérente. Et d'ailleurs, les commissaires européens s'en rendent très bien compte. Et même en France, je remercie le gouvernement français pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement de plein de sociétés dans cette filière-là. C'est vrai que d'avoir un gouvernement qui est actionnaire d'une société et qui permet l'implantation d'un Chinois en France me pose quand même des questions sur la politique industrielle qu'on veut mener. Est-ce qu'on veut bâtir un champion européen ou est-ce qu'on veut affaiblir potentiellement un champion européen parce qu'on introduit un peu le loup dans la bergerie? Je ne sais pas si c'est un loup, si c'est un chien ou si c'est un ours, mais bon, il faut être cohérent de A jusqu'à Z, ce qui n'est pas facile. C'est notre job de rendre ça cohérent. Et s'il n'y a pas le bon soutien public ou la bonne coordination de l'action publique pour favoriser une industrie européenne de la batterie, il va se passer quoi? Certains d'entre vous disent la batterie continuera à être fabriquée pour l'essentiel de la valeur en Asie, puis importée. Est-ce que c'est ça qui se passera? Ou bien est-ce que la batterie doit être produite à côté de là où le véhicule lui-même est produit? Donc est-ce que c'est des véhicules électriques qu'on importera d'Asie? Ou bien encore, est-ce que juste on manquera de véhicules électriques en Europe et donc on ratera la transition énergétique? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer en cas de manque de soutien public ou de coordination des politiques publiques? Christophe? Oui, il faut faire attention à une chose, c'est le marché qui dicte les règles, c'est le marché qui choisit. Le marché va choisir le produit le plus compétitif en termes de performance, en termes de coût. Aujourd'hui, on a laissé entrer les Asiatiques sur le marché européen. Aujourd'hui, ils sont là et les clients peuvent choisir ces solutions-là qui sont européennes. Donc, il faut se battre contre ça. Donc, effectivement, le manque de coordination, etc., précédent et encore actuel, va nous créer des problèmes à l'avenir. Il va falloir être extrêmement vigilant. Il va falloir mettre en place des nouvelles règles et les renforcer en tout cas pour permettre à l'industrie européenne de prendre sa place sur son propre territoire face aux autres qui sont déjà entrés. Oui, je suis d'accord qu'après tout, ce sera le consommateur qui décide. Donc, les autorités peuvent créer un cadre, donc cadre durable, que la production soit durable et tout cela. Mais finalement, ce sera le client, le consommateur qui décide. Mais je voudrais ajouter quelques mots sur ta question sur la coordination publique. Je pense que les exercices, ce qu'on appelle IPCEI, donc Important Project of Common European Interest. C'est donc une coordination au niveau européen de DG Compétition, donc pour alloquer des moyens des États membres aux industries dans un cadre semi-industriel, mais
dans la perspective de compétition, donc d'éviter des distorsions compétitives en Europe. Donc là, ces projets, donc on a eu un IPCEI 1, puis un IPCEI 2. Donc là, il y a vraiment une coordination. Est-ce que tous les éléments du chaîne de valeur sont représentés dans cette IPCEI? Et maintenant, on parle de IPCEI 3. Et donc, c'est pour assurer qu'on développe toute la valeur, la chaîne de valeur au progrès qu'il faut avoir pour vraiment avoir une industrie et pas simplement une pièce de cette industrie. Peut-être un commentaire sur ces différents mécanismes européens. En effet, on a un bon support au niveau européen. On a un bon support du gouvernement français, et notamment le plan de relance a été l'occasion de confirmer ce virage de transition énergétique. Et je pense qu'on a un gouvernement en France qui a bien pris la mesure du sujet, la nécessité d'apporter un support public bien dimensionné sur les bonnes étapes de la chaîne de valeur. Le public n'a pas besoin de subventionner l'ensemble des étapes parce que certaines étapes sont liées à d'autres et si vous focalisez vos efforts sur quelques éléments, quelques maillons de la chaîne, vous devez arriver à attirer l'ensemble de la chaîne. Les gigafactories sont un élément qui est identifié. Je pense que le raffinage des métaux est aussi un élément qui permet d'attirer les autres éléments. Et donc cette politique publique, elle est en train de se mettre en place. À l'inverse, les outils financiers dont les pouvoirs publics que les pouvoirs publics peuvent utiliser au niveau français ou européen sont très limités, sont trop limités, et il est aujourd'hui très difficile, voire impossible, de mettre en place de nouveaux outils. On a cet outil dont on a parlé, l'IPCEI, l'IPCEI, qui est une bonne chose, qui est un outil qui est très orienté innovation. L'Europe a toujours été très orientée innovation, et le support public ne peut se justifier que s'il apporte quelque chose d'innovant, s'il supporte une solution industrielle qui est innovante. La problématique de sécurisation d'approvisionnement en matières premières en tant que telle, et il y a un consensus au niveau de la Commission européenne que c'est un enjeu en soi, ce sujet de sécurisation d'approvisionnement, aujourd'hui, ne permet pas de mobiliser des moyens financiers, des outils financiers existants. Et donc, je pense qu'on a un trou dans la raquette à ce niveau-là, que la Commission européenne, pour l'instant, n'arrive pas à combler. Je me permets effectivement de abonder là-dessus parce que on est tout à fait d'accord. L'IPCEI, c'est un outil vraiment fondamental, mais c'est un outil qui permet d'ouvrir une enveloppe, comme Yann l'a dit, sans créer de la distorsion à la concurrence. Mais ce n'est pas un outil qui donne l'argent aux entreprises. Les États membres, avec les moyens dont ils disposent, peuvent, s'ils ont l'argent, donner l'argent aux entreprises. Et effectivement, on voit, nous, on expérience en ce moment qu'entre l'enveloppe ouverte par l'IPCEI et les faits, il y a beaucoup de boulot après. Et il faut encore remercier la région Nouvelle-Aquitaine parce qu'après, finalement, l'État a dit vous pouvez aussi aller demander aux régions si par hasard ils ont de l'argent. Mais ils n'ont pas les outils. Donc justement, les outils traditionnels dont les régions disposent ne permettent pas de traiter un sujet dont l'exceptionnalité était claire dès le départ. Donc il y a vraiment un trou dans la raquette. Benoît, je crois qu'on tourne autour d'un sujet qui est le citoyen et le consommateur. L'Europe, elle a été construite autour de la notion de liberté et de marché libre. Et donc le problème, c'est que l'intérêt du citoyen en tant que travailleur, il apparaît nulle part dans le système. Et c'est aussi l'enjeu politique autour de ça. C'est-à-dire que si le seul critère, c'est d'avoir le moins cher, il y aura toujours quelqu'un pour faire moins cher qu'en Europe. Et d'ailleurs, étonnamment, à part quelques usines qui sont restées, globalement, on a quand même massivement désindustrialisé. Et donc l'enjeu, il est aussi autour de cette question-là. Et donc, qu'est-ce que le consommateur est prêt à accepter pour que la même personne, mais en tant que citoyen ou en tant qu'employé ou salarié, ou ses enfants ou sa grand-mère, trouve aussi un territoire d'expression professionnelle sur le territoire européen. C'est un enjeu dont les politiques parlent très peu et qui est pourtant au cœur du dispositif. Et par exemple, moi j'ai suis frappé par le fait qu'on n'ait pas présenté, je prends l'exemple de la Zoé parce que c'est une voiture française, mais ça pourrait être comme une solution actuellement à la hausse des prix du pétrole qu'on vit en disant on va faire un chèque énergie, mais il ne faut pas faire un chèque énergie. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à déployer des voitures électriques pour que les gens, au global, ça leur coûte moins cher de se déplacer. Et pour 95% des usages du quotidien, n'importe quelle voiture électrique qui a 40 kWh répond parfaitement aux besoins.
Donc on apporte quelque part une mauvaise réponse à une question qui n'est pas bien posée, et on retombe toujours dans ce dilemme personnel. Posons-nous la question de ce qu'on fait de nos choix de consommateurs. Parce que si on ne se pose pas la question, les politiques ne le feront pas plus que nous, et l'Europe ne changera pas son logiciel. Et donc on va retomber en permanence dans « il faut que le marché européen soit largement ouvert à tout le monde ». Ah, on a investi dans la chaîne de valeur des batteries, c'est sympa, on va vous mettre un peu de CO2, puis avec ça vous serez content. Ça ne suffit pas, on a besoin d'aller plus loin. Est-ce que le grand fabricant de batteries qui est Saft pense que l'Europe et la Commission européenne ont une ambition industrielle qui permet de soutenir cette industrie européenne et qui ne fait pas seulement le jeu du libre-échange mondial, ou bien est-ce qu'il y a une conduite du changement qui est encore nécessaire? Bon, je vais me lâcher sur la Commission européenne. On est filmé. Hein. La Commission européenne, quand on y va, d'abord, c'est pas une personne, on se retrouve à 50 autour d'une table, donc les réunions à 50, c'est jamais super profitable. Arriver à mettre d'accord 20, je sais pas combien, 28, 29 États membres, c'est pas facile. Donc nous, on a rencontré des pays qui nous disent, bah oui, mais nous, on est super européens. Je disais, ah bon, pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait venir des Asiatiques chez nous et ils donnent de l'investissement et ça crée des emplois. Donc pour eux, la notion de champion européen, c'était pas j'ai la R&D en Europe, c'était j'ai fait venir une industrie en général chinoise ou coréenne chez nous, donc tout va bien. Mais j'ai rencontré des constructeurs automobiles aussi. Alors la maturité a fortement évolué en 2-3 ans, qui me disaient bah ouais, c'est vraiment bien d'avoir un champion européen. Alors je leur disais pourquoi? Parce que comme ça, ils sont à côté de nous en termes de supply chain. Alors je dis oui, d'accord, mais la supply chain, d'abord, c'est un peu large parce que c'est pas parce qu'ils sont à côté de vous que ça marche mieux. Puis si c'est un Chinois, ça marche aussi bien. Ah bah oui, il faut qu'on se revoie pour en reparler. Donc en fait, ça veut dire que la maturité de politique industrielle est en général assez faible. On est très court-termiste. Et quand je parlais tout à l'heure d'un Chinois qui s'implante en France, soutenu par les pouvoirs publics, c'est court-termiste. Pourquoi? Parce que c'est électoraliste. Hein. On veut que les présidents de région veulent être élus 1 an, 2 ans après. Idem pour les politiques. Alors qu'en fait, une politique industrielle, ça se prévoit dans le long terme, parce que savent très bien faire les Chinois. Les Chinois, ils ont 70 gigafactories aujourd'hui, 70 sociétés qui font des gigafactories. Donc, je suis sûr que vous n'en connaissez pas les 3/4 en termes de nom. Et en fait, ces 70, ils savent très bien qu'elles ne survivront pas tous. Ils les ont tous subventionnés. Il y a une consolidation. Il va en rester 4 qui seront des leaders mondiaux. Bon, mais l'Europe n'aura jamais cette maturité parce que, comme l'a dit très justement Benoît, je pense qu'on est dans un système où c'est la libre concurrence, où chacun fait un peu ce qu'il veut. Et malheureusement, on ne demande même pas la libre concurrence, on demande le level playing field. Mais le level playing field, dès qu'il y a des intérêts un petit peu divergents, il n'y a pas d'autorité qui prend la décision, parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre les gens d'accord. Bon, les Anglais, ils ont pris leur décision, ils disent on part. Moi, je préférerais qu'on réforme l'Europe de l'intérieur, parce que je suis quand même un Européen vraiment convaincu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peu trop de pays en Europe, ou peut-être qu'il faut des Europes à 2 vitesses. Enfin, je ne vais pas me lancer dans la politique de café du commerce. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que de coordonner tout ça, et il faut en tirer son avantage. Mais notre job, nous, industriels, c'est pas de coordonner l'Europe, quoi. Donc vous insistez sur le fait que dans concurrence libre et non faussée, il y a notamment non faussée. Et cette concurrence libre, elle doit déjà se passer au sein de l'espace européen. Ensuite, en extra-européen, c'est aussi plus à discuter. Non, mais on est dans un monde concurrentiel dans lequel il faut qu'une société, pour survivre, soit compétitive. Donc je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christophe. On ne peut pas être une société qui n'est pas compétitive et qui est subventionnée. Les subventions, ça marche pour un petit bout de temps, simplement pour se mettre à niveau. Mais ce n'est pas une fin en soi. Donc en fait, on doit avoir des industries subventionnées en Europe pour les lancer, pour qu'elles deviennent compétitives. Maintenant, il faut certaines règles de marché qui soient level playing field avec les autres pays. Mais c'est là où on n'est pas tous d'accord. Et il faut de la réglementation pour forcer ces règles-là. Mais ce qu'on a un tout petit peu de mal à mettre en place. Mais moi, j'ai vu des commissaires européens qui me disaient « mais je suis naïf, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et c'est pas qu'ils étaient naïfs, ils avaient parfaitement compris le problème. C'est que simplement, ils sont seuls contre ou avec 25 autres commissaires. Chacun a son avis et tous les pays ne répondent pas à la même logique. Je comprends très bien qu'un pays qui est ex-pays de l'Est, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas d'investissement, fasse venir un Asiatique en disant aidez-moi, j'ai envie d'avoir de l'investissement, j'ai envie d'avoir des emplois. C'est probablement pas le cas de la France, c'est probablement pas le cas de l'Allemagne, c'est probablement pas le cas de certains autres pays. Donc en fait, on a une Europe à plusieurs vitesses, avec des points de vue qui sont divergents, donc c'est super compliqué. Maintenant, je trouve que pour la batterie, on n'est pas en retard, la course est lancée, il y a plein de projets sur toutes les étapes de la chaîne de valeur. Je veux dire, on est là, on y croit, et puis en plus de ça, on a des intérêts tous communs, donc il faut qu'on aille ensemble. Pour moi, les Européens ne sont pas des concurrents. C'est normal qu'il y ait de la concurrence, et c'est bien.
Alors, avant même que, indépendamment des initiatives européennes et de l'Alliance européenne de la batterie se mettent en place, il y a aussi des initiatives directement des acteurs privés qui s'associent entre eux. Et je voudrais poursuivre avec vous, Guylain, avec l'initiative ACC. C'est une initiative par laquelle plusieurs industriels, Saft et Total, se mettent ensemble. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous pensez que c'est nécessaire? Et pourquoi ça va marcher? En fait, je vais revenir à plusieurs questions, parce qu'en fait, il y avait une question, on a commencé par la R&D, parce qu'on s'est dit qu'on ne serait jamais un leader par les coûts, on sera un leader par la technologie. On sera un technology leader. C'est pour ça qu'on a monté une alliance européenne de R&D avec nos amis de Solvay, avec nos amis de Umicore, avec des Allemands. Donc on a une alliance R&D. Cette alliance R&D nous permet de développer, premièrement, la batterie d'aujourd'hui, de la faire progresser, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, et deuxièmement, de préparer la batterie de demain. C'est à la suite de ça qu'on s'est dit qu'on allait bâtir des gigafactories. Donc en fait, dans ce cadre-là, on a contacté tous les fabricants d'automobiles, puisqu'on voyait que dans le marché du lithium-ion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les 10 000 gigawattheures, ce chiffre est faux, mais c'est à peu près exact en 2030, ce sera peut-être 2000, ce sera peut-être 3000. 80%, c'est les voitures. Donc si on veut bénéficier d'économies d'échelle, on a intérêt à s'allier avec les voitures. Les constructeurs automobiles, dans le même temps, ont fait leur démarche et se sont dit, et d'ailleurs certains ont déjà été embêtés par des acteurs asiatiques qui ont dit, tiens, je réduis la location ou j'augmente les prix. Je peux jouer aussi sur la performance d'ailleurs. Ils se sont dit, c'est pas forcément bête de faire partie d'un écosystème européen. Donc on a commencé à le faire avec Stellantis et on a bâti ce projet ACC. Donc on est 50% Saft, 50% Stellantis. Et puis on a eu pas mal de manifestations d'intérêt d'autres constructeurs. On a été assez méfiants dans un premier temps parce que plus on est, mieux c'est pour les médias, mais plus difficile c'est de le gérer parce que les roadmaps ne sont pas les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes. Et en fait, il se trouve qu'on a eu des discussions un peu plus approfondies avec Daimler, et Daimler a réussi à nous convaincre qu'en fait, ils étaient un partenaire extrêmement important. Non pas seulement pour le volume, mais également pour la technologie qu'ils peuvent apporter, pour la consolidation de cet axe européen. Et donc aujourd'hui, ACC, c'est une société qui va être détenue, parce que le deal n'est pas complètement finalisé, un tiers par Saft Total Energy. En fait, c'est Saft l'actionnaire, mais bien sûr, on a notre actionnaire à nous qui est Total Energy. Un tiers qui sera Stellantis et un tiers qui sera Daimler. Donc je pense que c'est un bel exemple de projet européen, subventionné par la France et par l'Allemagne, avec les actionnaires qui, bien sûr, mettent au pot, avec les acteurs financiers qui vont nous aider parce qu'en fait, c'est des projets quand même à plusieurs milliards, donc c'est des projets importants. Mais ce qu'on fait, nous, dans les batteries, il faut exactement qu'il y ait le même intérêt dans la chaîne de valeur, que cette chaîne de valeur soit dans les mines ou dans le raffinage, ou que ce soit dans les matériaux de cathode, et derrière dans le recyclage également. Donc je pense qu'en fait, cet effort industriel, il est lancé, il est probablement un tout petit peu plus en avance aujourd'hui dans les cellules et les modules qu'il ne l'est ailleurs, mais il faut qu'on poursuive. Mais pour moi, on a toutes les cartes en main, surtout comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans le décollage de la voiture électrique. Donc avant que ce soit un marché de masse, nous, on sera en marche tous autant qu'on est autour de cette table. Il n'y a pas de connotation politique quand j'ai dit nous sommes en marche. Je n'osais relever. Si le temps passe. Je voulais parler de la dernière étape de la chaîne de valeur, qui est aussi le début qui va avant le début, puisque c'est un cycle. Je voulais parler du recyclage. Sur le recyclage, est-ce qu'en Europe, on est bien organisé? Quel est l'enjeu pour la batterie par rapport aux matières premières disponibles? Je laisse Pierre-Alain commencer. Merci. L'enjeu du recyclage en Europe, il consiste en un changement de business model. On a d'un côté un business model asiatique, chinois, qui, dès le début, a vu le recyclage comme une solution d'approvisionnement en matières premières de la chaîne de valeur batterie, et donc des unités de recyclage avec beaucoup de valeur ajoutée, donc rentable, donc des capacités aussi d'autofinancement de la croissance de ce business, et un business du recyclage qui, dès le début, permettait de faire des produits battery grade qui pouvaient revenir dans la production de nouvelles batteries. Le recyclage en Europe s'est développé de manière un peu différente, de manière assez générale, avec
plutôt une considération portée sur l'empreinte environnementale, la notion de ne pas gâcher, et donc d'aller vers des produits à faible valeur ajoutée pour autant qu'ils aient une valeur marchande et qu'on puisse les vendre sur un marché qui n'est pas forcément le marché des batteries. La réglementation européenne va modifier cela. La nécessité aussi de ces acteurs du recyclage européen est d'être rentables, notamment pour financer la croissance nécessaire. Les volumes de batteries à recycler qui vont arriver en 2030, en 2040 sont absolument gigantesques en Europe. Nécessite de changer ce business model et d'aller vers plus de valeur ajoutée, plus de ce qu'on appelle la boucle fermée, cette capacité à aller vers des produits qui peuvent être réutilisés dans la production de batteries. On a une fois de plus les compétences, des acteurs comme Umicore, comme Solvay, comme Eramet sont tout à fait capables de faire cela, mais on a de gros enjeux technologiques, des enjeux de financement, d'investissement et de définir une approche intégrée très partenariale entre les OEM, les constructeurs automobiles, les recycleurs, les collecteurs, pour s'assurer qu'on crée une chaîne de valeur du recyclage qui est d'un côté sustainable et de l'autre côté profitable. Vous citiez Umicore. Est-ce que côté Umicore, alors forcément ce recyclage permettant de faire un cycle, c'est vertueux. Est-ce que ça peut être compétitif par rapport à s'approvisionner, par rapport à de nouvelles matières premières? Est-ce que c'est compétitif aujourd'hui? Est-ce que ça peut l'être demain? Il faut le regarder sur long terme et quand les volumes seront plus élevés qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les volumes sont tellement faibles que les économies d'échelle ne jouent pas encore une rôle. Donc il faut le voir en termes de ne pas recycler 1000 tonnes par an, mais en termes de 100 000 tonnes par an. Donc c'est une autre perspective. Deuxième élément, c'est que les matériaux récupérés, c'est une valeur. Donc, on en parle du cobalt, le nickel, le lithium. On a parlé de phosphate de fer, où il n'y a pas beaucoup de valeur à récupérer. Donc, ça, c'est une différence. Mais donc, une fois qu'on a investi dans le cobalt, le nickel et le lithium, dans le boucle fermée, c'est une valeur qui tourne en rond. Donc, ça, c'est important. Et donc, ça te donnera du valeur en forme. Donc, c'est une fois un investissement, mais puis on peut récupérer cet investissement plus tard. Cela dit, je pense qu'on va voir une sorte de consolidation de beaucoup de projets de recyclage parce que les exigences de qualité de recyclage imposées par la nouvelle réglementation des batteries sont tellement dures que ce ne sera pas possible pour toutes ces petites initiatives de faire la qualité demandée par la Commission. Donc c'est surtout le taux de contenu recyclé dans les nouveaux batteries qui seront un problème pour plusieurs petits recycleurs. Donc, d'une ou l'autre manière, on aura une intégration des petites filières de recyclage dans les grands raffinages et la production des batteries. Donc là, il y a aussi une économie à faire, donc d'intégrer ces toutes différentes petites initiatives et l'intégrer dans une plus grande boucle fermée pour récupérer maximalement la valeur intrinsèque des métaux. Solvay veut compléter? Oui, ce sera le mot de la fin. Déjà, je partage complètement ce qui a été dit et sur le recyclage. Solvay, effectivement, veut se positionner au même niveau que Umicore et Eramet sur un certain nombre d'étapes de purification pour avoir cette économie circulaire. Donc vraiment le recyclage vertueux qui permet de réutiliser les métaux recyclés dans la filière de la batterie. Mais je dois dire que un petit message, je trouve très important, et j'espère que ce panel l'a montré, c'est qu'on travaille vraiment dans une nouvelle aventure de l'industrie qui n'est plus un zero-sum game comme c'était dans le passé, où si Verkor gagne, Saft perd, si Umicore gagne, Eramet perd, etc. Donc je pense que vraiment, cela doit favoriser une nouvelle façon de travailler, de façon plus collaborative, plus ouverte, parce que l'objectif, c'est effectivement que l'industrie ait du succès. Donc il faut, à un certain moment donné, désapprendre et réapprendre à travailler ensemble. Et ça, c'est un point, je pense, très important.
Bien, merci pour ce dernier mot, Alessandro. Il est 12h30 pile. Je me permets juste 2 minutes pour conclure et récapituler ce que moi je retiens des échanges qu'on a eus ensemble. Le premier, c'est que l'enjeu de la batterie et de la production européenne de la batterie, il est fort parce que derrière, c'est la souveraineté industrielle de l'Europe et qui ne se limite pas d'ailleurs à la voiture électrique, mais qui est beaucoup plus vaste. Je comprends qu'on n'est pas, je retiens qu'on n'est pas en retard en termes de R&D, en termes de technologie. Là où on accuse jusqu'à présent un retard, c'est davantage sur la demande, la stimulation qui a été plus forte jusqu'à présent en Chine par rapport à l'Europe, mais c'est en train de changer en Europe et c'est en train de basculer en Europe. Je retiens qu'il faut faire du business tout de suite sur les technologies actuelles parce que c'est comme ça déjà qu'on récupère de l'argent pour pouvoir investir davantage et puis parce qu'il n'y a pas forcément de grandes révolutions à attendre sur les technologies de batterie, que voilà, elles sont déjà matures. Maintenant, il faut pouvoir produire en quantité, être capable de recycler aussi. Et puis... je retiens que l'industrie européenne, elle s'organise elle-même avec des initiatives privées comme celle d'ACC dont parlait Guilain, et puis avec le soutien des pouvoirs publics européens, français et régionaux, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, mais qu'il y a quand même encore quelques points de blocage, notamment au niveau européen, et c'est un débat plus large sur le libre-échangisme et sur est-ce qu'il faut stimuler l'offre ou est-ce qu'il faut stimuler la demande. Je comprends que l'ensemble des industriels militent pour le level playing field, c'est-à-dire que vous militez en fait pour une concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire en ayant tout le monde les mêmes contraintes, les mêmes exigences en termes de RSE et autres, et vous plaidez pour la concurrence libre. Pour qu'il y ait une concurrence libre, il faut des concurrents, et pour qu'il y ait des concurrents, des compétiteurs en Europe, il faut que l'Europe stimule la création et la montée en puissance de ces industriels européens qui vont pouvoir être en compétition avec les industriels asiatiques. Merci à vous tous pour votre participation à cette table ronde. On clôt le débat. Bon appétit à tout le monde, du coup, et merci encore.